Pour lancer cette matinée, on a le plaisir avec Boris d'accueillir Alain Veil. Alain Veil est un ami de longue date. Vous savez que j'ai eu la chance de travailler dans le monde des médias et on a besoin de modèles quand on avance et quand on est plus jeune. Et Alain a évidemment été pour moi un modèle. Donc je suis très heureux de t'avoir à mes côtés. Et je vais laisser la parole peut-être à Boris pour présenter ce que sont les EDC et qu'est-ce qu'est l'objectif de la matinale. Bonjour à tous. Bonjour à tous, donc ravi d'être ici pour cette co-animation des EDC. Les EDC, donc Mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Je ne vais pas vous le présenter ici aujourd'hui, on fonctionne en équipe, on se réunit une fois par mois, des équipes d'une dizaine de personnes. Et on fait des matinales, on en a 5 chaque année, et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard pour les prochaines. Et donc on a le plaisir aujourd'hui d'être aux entretiens de Valpré et d'accueillir Alain Veil, qu'on remercie. Alain, je vais rappeler très brièvement ton parcours, parce que je crois que tout le monde le connaît. Tu as été le créateur avec Jean-Paul Boutcrou et Max Guazzini d'Énergie. Et puis tu reprends au début des années 2000 la station Radio Monte Carlo, qui était en faillite, et que tu relances pour en faire aujourd'hui une des chaînes, des radios, les généralistes les plus fortes en France. Et puis tu crées avec le lancement de la télévision gratuite BFM. Et puis tu reprends ensuite l'Express. Tu revends l'ensemble au groupe Altis à Patrick Drahi. Tu as quitté ce groupe maintenant il y a 4 ans. 1 an, pardon. Et maintenant tu es à la tête de l'Express. Dans ce parcours, Alain, peut-être revenir sur d'abord Énergie. C'était il y a plus de 20 ans. Quel regard tu reportes sur cette première aventure entrepreneuriale quand tu te lançais jeune à la tête de cette édition? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui. Presque un peu gêné parce que quand je vois la qualité des entrepreneurs qui sont devant moi, je me pose la question de ma légitimité sur la tribune ce matin, parce que effectivement, il y a des modèles pour moi ici. Je ne suis pas sûr d'être un modèle dans le secteur des médias, mais ici, il y a des entrepreneurs qui sont des références et des modèles pour moi. Donc, je suis très honoré d'être devant vous ce matin et puis très heureux d'être à Lyon. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on avait moins pu se déplacer. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu à Lyon, mais là, ça fait 4 fois que je viens en 6 semaines. Donc, on va prendre une chambre à Valpré. Voilà, en tout cas, on a des projets à Lyon avec l'Express. Alors, peut-être 2 mots sur Énergie. La période Énergie, pour moi, ça a été la période de formation. Ça a duré 15 ans. J'ai travaillé aux côtés du fondateur d'Énergie, Jean-Paul Boutcrou, qui était un entrepreneur assez exceptionnel. C'est vrai que je dis souvent que le temps a compté double à Énergie. Hier, on parlait de la semaine de 4 jours, mais à Énergie, c'était pas ça à l'époque. On travaillait 7 jours sur 7. Donc, quand on a 24 ans, c'est évidemment très formateur. Donc, cette période a compté double pour moi et ça a été une période de formation. Et c'est aussi une période très exaltante, comme tout ce que j'ai pu connaître dans le secteur des médias, puisqu'on a le sentiment de contribuer à faire changer le secteur dans lequel on travaille. Et c'est vrai qu'à cette époque, avec l'arrivée de la FM, c'était la transformation du monde de la radio. Donc c'est toujours très gratifiant d'avoir l'impression de contribuer au changement dans un métier important pour la vie quotidienne de tous les Français. Ensuite, tu as donc l'intuition de reprendre RMC, qui est une entreprise qui est moribonde, dans un état financier très critique, avec une très faible audience. Qu'est-ce qui fait que tu sens que ça peut marcher ? RMC, on devait le reprendre au sein d'Énergie. Donc en tant que directeur général, moi j'avais beaucoup travaillé, j'étais prêt. Et puis au dernier moment, Jean-Paul Boutcrou a préféré renoncer parce que ça le stressait de passer du monde de la musique au monde de l'information. Il me disait, je ne vais quand même pas me lever le matin à 7 heures pour venir accueillir des hommes politiques. Puis avec tous ces journalistes, ça va être compliqué. On est heureux avec l'univers de la musique. Moi, j'avais atteint la vitesse de décollage sur ce dossier. J'avais 40 ans, j'avais toujours voulu être entrepreneur. Et puis finalement, à côté de Jean-Paul Boutcrou, j'avais l'impression de l'être un peu, puisqu'on travaillait vraiment main dans la main. Donc je ne m'étais pas posé la question. Et puis là, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Un jour, il était très stressé parce qu'on avait signé la promesse d'achat d'RMC et il ne voulait plus faire l'affaire. Donc il me dit, retrouvez un repreneur.
en faisant quand même une plus-value avant d'avoir acheté l'entreprise. Donc c'était un peu compliqué. Et un jour, il arrive dans mon bureau, il était tendu, il me dit « Alain, quand on fait une connerie, on l'assume ». Alors ça m'a beaucoup agacé. Et je suis allé voir un fonds d'investissement, on s'est mis d'accord rapidement. Et le lendemain ou le surlendemain, je lui ai dit « ça y est, j'ai trouvé une solution ». Et il me dit laquelle. Je lui ai dit « écoutez, c'est moi qui reprends RMC ». Et voilà comment l'aventure a démarré. C'était très risqué, parce qu'RMC, c'était 20 ans de perte. Mais j'avais 40 ans, je me suis dit, si je réussis, c'est fantastique. Et si j'échoue, tout le monde dira, c'est normal. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc j'arriverais bien à retomber sur mes pieds. Et donc ça valait le coup de tenter sa chance. Ensuite, c'est l'aventure BFM, qui bouleverse complètement le paysage audiovisuel français. C'est la première chaîne d'information continue. Ça n'existait pas en France. Je sais que tu t'es beaucoup inspiré de ce qui se passait aux États-Unis. Tu es allé là-bas très souvent. On raconte que tu étais enfermé dans ta chambre et que tu notais tout ce que tu voyais. Avec le recul aujourd'hui de cette expérience, qu'est-ce que tu en retires? Ta fierté, peut-être des sujets sur lesquels tu referais différemment? C'est vrai que c'était un moment important. Quand on a été candidat pour une chaîne de télé, d'abord on voulait être candidat pour une chaîne économique, d'où la marque BFM, puisque vous connaissez BFM Radio, qui était la radio de l'économie. Et quand la TNT a été lancée, il y avait déjà 2 chaînes d'information. On pensait que ces 2 chaînes allaient aller sur la TNT. Donc nous, on s'était dit, on va aller sur une niche, on ne va pas venir gêner les gros acteurs, et on va aller sur l'économie. On va faire CNBC, qui marche très très bien aux États-Unis, comme BFM Radio marchait bien à l'exemple de Bloomberg Radio à New York. Et puis, à notre grande surprise, on a découvert que TF1 n'avait pas déposé de dossier pour LCI en gratuit. Et donc là, on s'est dit, il y a une carte à jouer. On a été retenu avec notre dossier de chaîne financière. Et puis, j'ai été voir le président du CSA à l'époque. Je lui ai dit, écoutez, c'est quand même mieux pour l'intérêt général qu'il y ait 2 chaînes d'information, iTélé et une autre, plutôt qu'une seule chaîne d'information sur la TNT. Et il m'a dit d'accord, donc on a signé une convention pour une chaîne d'information généraliste, et c'est comme ça que l'aventure BFM a démarré. C'était un moment très fort parce que personne ne pensait qu'on réussirait. Et nous, à l'inverse, on était sûrs de réussir. Moi, j'étais convaincu qu'on serait retenu, donc avec sans doute pas mal d'inconscience, mais ça permet quand même d'être extrêmement motivé, de travailler énormément sur le dossier. On y croyait. Parce que le contexte juridique de l'appel à candidature nous était assez favorable. Et quand on en parlait à nos concurrents bien plus importants, nos amis de TF1 ou d'M6, ils me disaient « Alain, pas cette fois-ci, mais un jour tu auras une chaîne, mais pas cette fois-ci ». Et puis au CSA, finalement, ils n'y croyaient pas tellement non plus. Et puis finalement, au dernier moment au CSA, ils ont eu à trancher entre TF1 et M6 pour une chaîne de plus. Ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. Donc du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme candidat? Et là, en 5 minutes, ils ont fait le raisonnement qui nous avait laissé croire qu'on serait retenu, c'est-à-dire un nouvel entrant, le pluralisme de l'information, l'expérience du candidat. On cochait toutes ces cases-là. Et finalement, en 5 minutes, le CSA nous a retenus après 2 heures de débat. Et c'est vrai que pour l'entreprise, ça a été un moment très fort. Il a même fallu que je sois tranquille dans mon bureau pendant 5 minutes, parce que c'était un moment très important, parce qu'avoir une chaîne nationale, c'était une étape pour une entreprise qui est évidemment essentielle. Donc c'était à la fois émouvant et puis très prometteur, donc il fallait garder son sang-froid, mais c'est vrai que ça a été le début de quelque chose d'important. Alors Alain, on voit bien derrière l'homme de médias l'entrepreneur. Et c'est ce qui nous a beaucoup séduit avec François quand on a échangé il y a une quinzaine de jours pour préparer cette matinale. On a eu un brief rapide de votre parcours. Quels sont les principaux défis et les principales difficultés auxquelles vous avez pu être confrontés durant ces 20-25 ans d'entrepreneuriat? Je crois que les difficultés de l'entrepreneur, c'est que rien n'est jamais acquis. Donc ce qui est difficile, c'est de garder le cap, de rester extrêmement déterminé face à la difficulté, face aux avis contraires, parce que souvent, vous avez une pression extérieure de votre entourage plus ou moins proche qui vous dit ce qu'il faudrait faire. Et finalement, ce qu'on vous recommande souvent, c'est de reproduire ce qui existe déjà. Et ce n'est pas avec ça que vous pouvez gagner.
Moi, je me rappelle, quand j'ai repris RMC, tout le monde me disait « il faut que tu fasses un rendez-vous politique à 8h20 ». C'était l'heure où il y avait Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, donc on n'avait aucune chance de réussir. On me disait « il faut que tu changes de nom aussi, RMC, c'est mort ». Mais moi, j'avais retenu à l'école que dans une marque, le plus important, c'est la notoriété, parce que ça a une valeur immense. L'image, ça se transforme. La notoriété, ça, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps. Et si on avait changé de nom avec RMC, on serait mort. On serait sorti de l'écran radar et on aurait disparu. C'est la marque qui nous a sauvés, parce que le public, les annonceurs, les auditeurs surestimaient ce qui était devenu RMC. Donc, le défi le plus important, je trouve, c'est la détermination. Je le vois avec l'Express aujourd'hui. C'est évidemment une aventure difficile, et quand j'ai repris l'Express, je savais à quoi je m'attendais. Je voyais aussi que dans le monde, la presse commençait à retrouver des perspectives positives en se transformant. C'est ce qui arrive aujourd'hui, mais il faut vraiment être très déterminé, parce que c'est vraiment très dur, les sujets de transformation, et je pense que ça fait écho pour beaucoup d'entre vous, parce que les sujets de transformation actuellement, ça ne concerne pas que la presse. C'est très dur dans la presse, mais c'est très dur dans le secteur du tourisme, c'est très dur dans le secteur de la distribution, où il y a vraiment des challenges extrêmement compliqués. Donc il faut vraiment être déterminé, avoir des convictions, c'est le rôle du chef d'entreprise, et garder le cap. Donc c'est ça pour moi le grand challenge du chef d'entreprise. Quand on a balayé ensemble les thématiques de cette économie souhaitable, la question de la relation entre la finance et la performance, la question du management, la question de la diversité, la question de l'engagement citoyen, tu étais passionné par tous les thèmes. Et finalement, la question que je voudrais te poser, c'est à quoi ça sert une entreprise? D'abord, moi je suis un fan de l'entreprise et des entrepreneurs. Avec BFM Business, j'ai eu l'occasion de croiser beaucoup de chefs d'entreprise. Avant-hier, il y avait encore les 18e BFM Awards, où on a célébré des entrepreneurs, des familles, et donc j'ai eu l'occasion de croiser beaucoup d'entrepreneurs. Donc moi, je suis assez convaincu que l'entreprise est quelque chose d'essentiel, que les entrepreneurs sont indispensables dans le développement de l'économie, dans le changement du monde. Et donc, je pense l'inverse de Thomas Piketty, parce que toujours je lisais un de ses livres sur l'égalité, qui est évidemment une valeur essentielle, mais il disait que les entrepreneurs ne servaient à rien, que dans les conseils d'administration, il fallait que les salariés aient 50% des droits de vote. Or, je pense que c'est tout l'inverse. Et d'ailleurs, c'est ce qui est assez réconfortant dans le monde, c'est que ce n'est pas les organisations qui changent le monde. C'est des hommes, c'est des personnes physiques, c'est des individus. L'autre jour, je regardais sur Netflix un documentaire remarquable que je vous invite à regarder sur Bill Gates. L'impact d'un homme comme Bill Gates, lui tout seul, dans le changement du monde, avec sa vision de l'arrivée du digital, de toute la transformation, et son rôle aujourd'hui dans sa fondation, qui est essentiel. Dans le documentaire, il montre comment ils essayent de développer un système de toilettes en Afrique, puisque c'est l'hygiène qui provoque le plus de mortalité. Donc on voit très bien comment il s'y est pris pour avoir des résultats que l'OMS, d'ailleurs, et c'est normal, avec une autre logique, a du mal à avoir. Et il a lancé un grand concours mondial, et les images sont fantastiques. Vous avez une espèce de foire de Paris des toilettes. Et finalement, il y a un lauréat qui, au début, ils ont un système qui coûte trop cher, et donc ils disent c'est pas possible, il faut que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Ils trouvent la solution, elle est installée aujourd'hui partout en Afrique, et ça a des conséquences énormes. Aujourd'hui, il réfléchit beaucoup sur le nucléaire, un nucléaire moins puissant, quoi, je veux dire, moins énorme, plus local, plus propre, moins risqué, moins dangereux. Et il a un statut de chef d'État, il rencontre le président chinois, il discute avec tous les présidents de la planète. Voilà, mais il n'y a pas que lui. À l'échelle de la France, je ne connaissais pas Alain Mérieux physiquement, je l'ai vu hier, on a échangé quelques minutes avant le dîner. Voilà un homme aussi que vous connaissez tous très bien, et dans la lignée de Pasteur, dont la famille a contribué à changer le monde. Donc les entrepreneurs sont indispensables. Les sujets de rémunération sont ridicules. Bien sûr qu'il peut y avoir des rémunérations qui peuvent choquer, mais voilà, ce système, c'est peut-être le pire des systèmes, mais après tous les autres, pour paraphraser
comment on dit, paraphraser ce que disait Churchill à propos de la démocratie, qui disait que c'était le pire des systèmes après tous les autres, le capitalisme aussi. Mais ça marche. C'était très choqué, à juste titre, je pense, avec la polémique autour du salaire de Patrick Pouyanné. Il nous en a parlé en disant mais c'est pas possible d'entendre des bêtises pareilles. Oui, si vous voulez, voilà, quand vous avez quelqu'un de valeur qui est exceptionnel, c'est pas anormal que les rémunérations soient élevées. C'est aussi logique qu'il y ait de l'incompréhension, mais je ne crois pas qu'on va arriver à avoir un système où on va bloquer la rémunération des chefs d'entreprise qui ont un impact très important. Je lisais aussi les critiques autour de la rémunération de Carlos Tavares. Alors on peut mettre quelqu'un de plus médiocre, qui aura des prétentions moins élevées au niveau de son salaire, mais je ne suis pas sûr que la collective de Stellantis soit gagnante à se priver d'un patron comme Carlos Tavares, qui est un homme exceptionnel et qui a aujourd'hui un impact mondial dans le secteur de l'automobile. Alain, pour revenir justement à l'entreprise, vous disiez lors de cette préparation que l'entreprise est efficace, exemplaire, les dirigeants sont souvent généreux, ont le sens des responsabilités, sont innovants. Ça nous intéresse beaucoup plus finalement que ce qu'on a pu évoquer là tout de suite. Et vous disiez le monde politique souvent est en retard finalement par rapport à ces entrepreneurs engagés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette notion d'entrepreneur, de chef d'entreprise engagé ? Contrairement à ce qu'on pense en France, je pense que l'entreprise est un système qui fonctionne assez bien. Je pense que les entreprises qui sont dirigées par leurs actionnaires sont des entreprises qui sont sans doute encore plus efficaces dans la quête de sens d'une entreprise. Je pense qu'un chef d'entreprise qui est propriétaire de son entreprise, il a le sens des responsabilités, il est ambitieux aussi pour l'ensemble de ses équipes, de la collective que représente son entreprise. Il se soucie du sort de ses collaborateurs. Ça n'a pas de sens de penser qu'il y a d'un côté le capital, de l'autre côté le travail. Donc je pense que, encore une fois, le système capitaliste est un système qui fonctionne assez bien. Je pense que tous les chefs d'entreprise qui sont ici présents sont des références en la matière, ont le souci du bien-être de leurs collaborateurs. Et quand je fais état du monde politique qui est en retard par rapport au monde de l'entreprise, c'est souvent sur le thème de la transformation climatique. L'année dernière, il y avait la Convention citoyenne, pour laquelle j'ai été auditionné, puisqu'à un moment, elle voulait supprimer, elle proposait de supprimer les campagnes de publicité à la télévision pour le secteur de l'automobile. Ce secteur est essentiel à la télévision, ça doit représenter 30% des recettes publicitaires. Les chaînes de télévision généralistes ou les chaînes d'information contribuent au pluralisme de l'information, à la vie démocratique. Donc finalement, ces questions sont quand même très sérieuses. Donc on leur a dit, mais je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens de supprimer les campagnes pour le secteur de l'automobile et la télévision. Mais surtout, je constatais en même temps que l'industrie de l'automobile elle-même avait déjà basculé et que finalement les campagnes de pub à la télé pour l'automobile ne sont des campagnes que pour le véhicule électrique ou pour les véhicules hybrides. Et je pense que dans la prise de conscience du consommateur de l'utilité d'aller vers la voiture électrique, les constructeurs aujourd'hui, même s'ils peuvent avoir des réserves par rapport au développement de la voiture électrique qui leur pose beaucoup de problèmes, parce que là aussi c'est un changement de métier complet, ont le sens des responsabilités, ils savent très bien que l'avenir va dans cette direction-là, et donc en termes d'image aussi, les entreprises veulent être exemplaires et font la promotion de la voiture électrique. Mais vous voyez dans le monde de la publicité, par exemple, on voit souvent que les sujets de diversité qui sont mis justement en avant sont beaucoup mieux traités que par le monde politique. L'intérêt général rencontre souvent l'intérêt particulier, ou inversement, et donc les entreprises ont bien compris qu'elles avaient intérêt aussi à être dans le coup, à promouvoir la diversité, par exemple, y compris dans les campagnes de publicité. On est donc dans cette matinale des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On a évoqué aussi avec beaucoup de simplicité la question de la place des religions dans les médias. Tu as une vision assez intéressante du sujet, parfois qui est mal comprise par les gens qui sont attachés à ces religions. Comment tu conçois le traitement de la religion dans l'actualité ?
D'abord, sur une chaîne d'information, si je parle du point de vue de BFM, la religion, elle est traitée à travers l'actualité. Et les religions font souvent la une de l'actualité pour des raisons diverses et variées. Donc évidemment, c'est un sujet qui est très régulièrement traité par les chaînes d'information. Donc c'est quelque chose de très important. Donc c'est de ce point de vue-là que les chaînes d'information sont présentes. À BFM, on sait qu'on est en France, donc on a essayé aussi de couvrir l'actualité de l'Église catholique d'une façon assez supportive. Donc on a toujours été au rendez-vous de l'élection des nouveaux papes ou la messe à Notre-Dame après l'incendie qui a été retransmis en direct aussi. La messe de Benoît XVI aux Invalides. Voilà aussi. Donc je me rappelle aussi, oui c'était Benoît XVI qui était venu à Paris et les images étaient fournies par France 3 en direct avec l'hélicoptère au-dessus de Paris, mais eux n'utilisaient pas les images. Mais par contre elles étaient, comme c'était des images du service public, donc sur BFM on a couvert cet événement qui était un événement. D'autres chaînes ont plus de complexes à le faire, notamment le service public. Mais nous, on l'a fait parce que c'était dans l'actualité et qu'il y avait l'intérêt du public et des téléspectateurs. Et c'est pour ça que, oui, on a couvert cette actualité très, très, très largement. Après, il y a une chaîne comme CNews qui a un autre point de vue engagé par rapport à la religion. Qui peut poser des problèmes par rapport à la convention de la chaîne. Mais BFM est sur un autre créneau qui est celui de l'information. Donc on essaye de bien traiter l'actualité des religions sur cette chaîne. Ce qu'on comprend à travers ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, la religion a toute sa place comme actualité pour traiter un événement, etc. Néanmoins, moi, j'aimerais vous poser une question que les EDC, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est 5000 dirigeants, et c'est vrai que c'est un sujet parfois qui nous touche. C'est la prise de position de certains médias qui sont assez clairement anticléricaux. Est-ce que c'est le rôle d'un média, public a fortiori, je vais le dire, hein, d'être anticlérical ou en tous les cas de sembler l'être parfois? Pareil, moi je pense que la liberté d'expression, la démocratie, ce sont des systèmes qui sont peut-être pas parfaits, mais qui sont quand même les meilleurs par rapport aux autres. Donc si on revient au sujet des caricatures de Mohamed, il faut laisser voilà, tout le monde s'exprimer, il faut avoir du recul. Moi, je me rappelle sur Canal+, il y a quelques années, ils se moquaient du pape tous les soirs. Bon, voilà, c'est leur sujet, c'est leur façon de faire. On peut changer de chaîne. Et moi, je me sens pas atteint en tant que catholique par rapport à ça. Quoi. Ça me choque pas. Je trouve ça ridicule. Je peux trouver ça sans intérêt, voire nul. Mais voilà, je change de chaîne. Mais je pense que le meilleur des systèmes, c'est quand même de laisser la liberté d'expression s'exprimer. Parce que quand on commence à l'interdire, on ne sait pas où ça va, ou alors aussi on l'a testé, on a vu ce qui se passait dans d'autres religions, ou l'impact que ça pouvait avoir chez nous lorsqu'on aborde ces sujets. Dans l'Express, au moment de l'assassinat de Samuel Paty, on a rediffusé les caricatures. Il a fallu qu'on ait une protection personnelle pendant 10 jours, que les locaux soient surveillés, quoi. C'est quand même totalement impossible. Et voilà, et quant à l'attitude de certains médias, alors soit ils sont... Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de caricature, de moquerie... il faut avoir du recul. Quand c'est systématique, là, il n'y a pas de raison, notamment sur le service public, il n'y a aucune raison d'avoir des propos qui soient systématiquement contre l'Église, évidemment. Ce qui est sûr, je me permets, François, c'est que si on fait de l'humour sur une religion, il faut savoir en faire sur toutes. Exactement. Je me souviens d'un dîner, c'était à la maison, c'était en janvier 2015. C'était juste après la prise d'otage à l'Hypercacher. Tu étais au téléphone avec les ministères. Tu peux peut-être nous raconter cet événement, comment tu gérais la pression, des images que tu pouvais diffuser ou pas diffuser par rapport à ce que la police te demandait, le ministère de l'Intérieur. Parce que c'est intéressant, je trouve, pour voir quand même qu'on ne fait pas n'importe quoi dans les médias et que tu étais au premier rang pour savoir ce qu'il fallait diffuser, pas diffuser. Tu avais des informations prioritaires parce que tes reporters étaient sur place et tu menais ça toi-même. Tu te souviens de cet événement ? Disons que j'étais associé de très près à tout ce qui se passait parce que les responsabilités à ce moment-là sont très importantes. Et comme pendant la période des Gilets jaunes qui était compliquée pour tout le monde et pour une chaîne d'information aussi, je pourrais peut-être en dire deux mots parce que je pense que vous en avez tous un souvenir précis
moi j'ai beaucoup été interpellé pendant la période des Gilets jaunes. Sur la période des attentats, oui, c'était une période très intense. La responsabilité des médias est évidemment importante, notamment des chaînes d'information qui sont en direct. Et puis, on est finalement confrontés, nous, de très près à cette actualité, puisque le vendredi, lorsqu'on a démarré, ou le lendemain de Charlie Hebdo. Mercredi, Charlie et Cacher. Voilà, mais le vendredi, quand il y a eu les frères. Voici à l'Hypercacher. Voilà, et le matin, qui était dans une imprimerie, c'est ça. Bon, il y en a un des deux qui nous a appelés. Son premier réflexe, c'était d'appeler BFM TV. On a enregistré sa déclaration. On l'a passée au ministère de l'Intérieur. On ne l'a pas diffusée, parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'on soit manipulé. Le ministère de l'Intérieur, il n'est pas toujours préparé non plus aussi à la relation avec les médias. Pour eux, c'est compliqué. Ils préféreraient qu'on n'existe pas. Ils nous font beaucoup de reproches. Et moi, je leur dis, mais modernisez-vous. Mettez-nous au moins un interlocuteur permanent pour qu'ils comprennent les médias et qu'ils puissent nous aider à dialoguer. Parce que pendant l'Hypercacher, le vendredi après-midi, alors c'est pareil, Koulibaly, il nous appelle depuis l'Hypercacher. Il dit, j'arrive pas à joindre la police. Alors, alors, bon, donc là aussi, il faut faire attention à la manipulation. Il avait un téléphone qui était celui d'un otage. Donc, moi, je vais dans le bureau du directeur de la rédaction. On appelle le ministère de l'Intérieur. On leur donne l'information. Ils nous disent, on vous rappelle. Donc, personne ne nous appelle. Et puis, au bout d'une heure, il y a quelqu'un qui nous appelle et qui nous dit bon, on va intervenir à Vincennes, il y a des caméras qui nous dérangent. Et donc ils voyaient notre image, ils nous disent faut enlever celle-là, donc aucun souci, on obéit. Et on leur dit mais celle-là c'est pas nous, c'est Reuters. Et il nous dit mais c'est quoi Reuters? Donc on est en pleine crise et vous avez des interlocuteurs qui connaissent pas bien le monde des médias. Et ensuite, on a donné le numéro de téléphone du patron de la rédaction de TF1 à notre interlocuteur, le numéro de téléphone du patron de la rédaction de France 2 à notre interlocuteur, parce qu'il voulait aussi que TF1 et France 2 enlèvent des caméras. Donc voilà la réalité. Donc il faut qu'avec les autorités apprennent aussi à travailler avec les nouveaux médias, que ce soit les chaînes d'information, mais que ce soit le digital aussi. Et parfois, ils mettent un peu de temps à s'adapter. Sur les Gilets jaunes, en 2 minutes... Les Gilets jaunes, ouais, c'est intéressant. C'était une période difficile parce qu'on a été interpellés. Beaucoup de chefs d'entreprise trouvaient qu'on en faisait trop, qu'on montrait trop d'images. Moi, j'ai le souvenir d'une réunion à l'Élysée après le début des Gilets jaunes où le président de la République avait réuni toutes les grandes entreprises. Donc moi, j'y étais au nom de SFR, puisque lorsque j'ai vendu mon entreprise au groupe Altis, je suis devenu président de SFR. Et là, il y avait une tension, et tout le monde me tombait dessus en disant BFM et le président de la République lui dit allez voir le patron de BFM. Donc ils n'étaient pas contents non plus à l'Élysée. Je me rappelle aussi d'un premier contact avec Édouard Philippe. J'étais pas à ce rendez-vous, c'était les équipes qui étaient. C'était après le premier samedi, donc c'était, je crois, le 17 novembre. Les journalistes racontent au Premier ministre le samedi. Et il dit, mais pourquoi vous avez couvert cette actualité? Vous en avez trop fait, il se passe rien, c'est rien. Et nous, on lui dit, on a fait le double d'audience d'un samedi après-midi. Ça veut dire que le sujet prend, que les gens s'intéressent à cette actualité. Et à Matignon, ils nous reprochaient d'avoir couvert l'actualité et ils n'avaient pas le sentiment qu'il se passait quelque chose. Et puis après, moi, la conviction que je me suis faite, c'est il faut montrer la vérité. Donc voilà, ça a lieu, il faut montrer. Nous, on ne va pas commencer à analyser les faits pour savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien de le montrer. Ce qu'il faut, c'est ne pas se faire manipuler par des acteurs agités, voire violents, qui peuvent créer de faux événements pour que les chaînes d'information arrivent. Donc c'est là où il faut qu'on fasse attention, mais il faut montrer la vérité. Et à cette époque, j'étais retourné dans les archives de mai 68, et en mai 68, Georges Pompidou avait accusé Europe 1 et RTL d'être responsables des événements de mai 68, parce que, pour ceux qui s'en souviennent, qui sont les plus âgés, en mai 68, ça avait été une révélation pour les radios généralistes qui, pour la première fois, avaient des moyens techniques qui leur permettaient de couvrir l'actualité en direct depuis la rue. Et donc, toutes les nuits, Europe 1 et RTL couvraient les événements de mai 68. Et à l'époque aussi, on avait accusé les médias d'être responsables de mai 68, ce qui, évidemment, n'était pas vrai. Donc là, le fait de montrer les événements
Certains pensaient que ça mettait de l'huile sur le feu et qu'on était responsable de ce qui se passait. Je pense que quelques années après, tout le monde est conscient que les enjeux, que la crise a dépassé l'enjeu de la couverture par les médias. Et quand je voyais un jour devant les locaux de BFM, il y avait une manifestation de gilets jaunes, parce qu'à la fois les anti-gilets jaunes nous en voulaient et les gilets jaunes nous en voulaient aussi beaucoup. Et un jour, il y avait un groupe de gilets jaunes sous les fenêtres de BFM et ils criaient « Russia Today, qui est la chaîne de Poutine ». Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, on ne peut pas renoncer, il faut qu'on fasse notre métier. Notre métier, c'est de montrer la vérité. Je pense que de montrer ce qui s'est passé place de l'Étoile en direct, c'était important. Moi, je me rappelle le samedi de la place de l'Étoile. Samedi soir, je faisais du sport chez moi, sur le tapis. Je regardais la chaîne en même temps. Et on voyait la place de l'Étoile brûler. Et le président de la République était en Argentine pour un sommet, je crois, sur le climat. Et malgré les moyens de communication qui sont importants, manifestement, ces équipes n'avaient pas conscience de ce qui se passait à Paris. Donc il finit son colloque en Argentine et il fait une conférence de presse, alors que la place de l'Étoile était en feu. Et quand je dis ça, j'exagère pas énormément. Et il n'y fait pas allusion et il parle de l'avenir de la planète, déjà. Et là, je regarde, j'étais choqué en tant que téléspectateur. Donc sur BFM, il y avait l'image de la place de l'Étoile en direct, et de l'autre côté, l'image du président de la République qui faisait sa conférence de presse. Donc pour lui, c'était très violent. Donc quelqu'un aurait pu me dire, ou à l'Élysée, ils auraient pu nous dire, c'est scandaleux que vous montriez les images, mais c'était la vérité. Donc moi, j'étais vraiment choqué en voyant les images. Je me dis, mais ils sont complètement déconnectés. Et puis ils s'en sont rendus compte, et le lendemain matin, quand le président de la République est arrivé à Paris, directement depuis l'aéroport, il est venu voir les dégâts avenue Kléber, autour de la place de l'Étoile, etc. Mais c'était une vérité qui était juste une erreur de communication et d'organisation. C'était pas un fait politique, c'était une erreur de ces équipes. Alain, aux EDC, chez les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, j'en profite pour saluer Guillaume Lecomte, notre président qui est ici présent, et Xavier Grillon, conseiller spirituel des EDC Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ces matinales, on pose une question. Donc là, on a été dans le réel, on a vu à quel point vous êtes passionnés. Il n'y a pas besoin de poser beaucoup de questions pour parler de ce qui vous passionne, de ce qui vous anime. On va essayer de changer un tout petit peu de registre et vous poser une question qui nous semble importante, à laquelle, bien sûr, ont pu répondre Alain Mérieux, Olivier Ginon, Laurent Wauquiez récemment, et qui nous avait bien bousculé. Quelle est la place de Dieu dans votre vie, Alain ? Bon, je n'aime pas trop parler de moi, mais elle est réelle de par mon éducation. Moi, j'ai une enfance en province, à Nevers, donc une éducation catholique traditionnelle dans les années 70 à Nevers. Donc voilà, ça marque une vie, évidemment. Je suis dans une famille assez pratiquante. Je ne suis pas le meilleur exemple de la famille, mais autour de moi... Voilà, j'ai des sœurs, des parents, des neveux et nièces beaucoup plus exemplaires que moi, donc c'est quelque chose d'important. Puis du coup, les valeurs qu'on a pu acquérir au cours de son éducation restent importantes. Donc voilà, elles sont gravées en moi, et c'est évidemment un sujet quotidien. Merci Alain pour ta sincérité. C'est pas une question facile, mais on en avait parlé avant et tu m'avais dit avec plaisir je répondrai à cette question. Voilà, écoute, on va te remercier pour ce temps passé. Encore une fois, c'était un grand honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci Alain.